2000 mégawatts de solaire d'ici 2020, c'est le défi que se lance le Maroc qui inaugure en 2015 la première centrale thermosolaire du pays pour un coût de 7 milliards d'euros. L'Union européenne a annoncé ce lundi qu'elle va augmenter son aide aux pays africains frappés par le virus Ebola. Pendant ce temps, le Nigeria est, selon l'OMS, parvenu à se débarrasser de la maladie. Paralysie de l'aviation allemande dès demain mardi, le syndicat des pilotes du groupe de la Lufthansa a annoncé ce lundi une nouvelle grève à compter de demain sur les vols long courriers. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous démarrons ce journal par la Côte d'Ivoire. La comparution des 83 personnalités pro-Gbagbo, dont l'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo, prévue pour le mercredi 22 octobre prochain à Abidjan, est une manière pour le régime du président Alassane Ouattara de museler et de décapiter l'opposition. C'est ce qu'a déclaré cet après-midi Pascal Affi-N'Guessan, le chef du Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, actuellement enfermé dans les geôles de la CPI à la haine. À l'instar des autres prévenus, toutes les personnalités proches de Laurent Gbagbo, l'ancienne première dame Simone Gbagbo, sera principalement poursuivie pour atteinte à la sûreté de l'État lors du procès qui va débuter ce mercredi à Abidjan. La CPI, qui accuse également l'ancienne première dame de crimes contre l'humanité, demande son transfert à la haie, mais les autorités ivoiriennes s'y opposent. Le pouvoir ivoirien estime être en mesure d'organiser son procès de manière équitable. Et puis parlant toujours de cette réaction de l'actuel chef du Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, c'était cet après-midi à Abidjan au cours d'une conférence de presse. Nous vous proposons de suivre un extrait de la déclaration de Pascal Affi-N'Guessan qui était face à la presse locale et internationale. En engageant ce procès maintenant, le régime Ouattara veut enfin décapiter et museler l'opposition à l'approche des échéances électorales de 2015 et au-delà de ces élections, il veut faire reculer la Côte d'Ivoire au temps du parti unique. Mais au-delà de ces considérations, une question se pose. Ce procès est-il nécessaire? En quoi contribue-t-il à la normalisation, à la paix et à la réconciliation nationale? Comment le gouvernement peut-il dire, à l'issue du dernier Conseil des ministres, qu'il continue de tendre la main à l'opposition et ouvrir en même temps les portes des prisons pour y conduire les opposants et les enfermer à perpétuité? Un autre élément à présent dans ce journal, l'ex-président malgache Marc Ravalomanane, en résidence surveillée depuis son retour le lundi dernier dans son pays, ne sera pas expulsé et sera invité à participer au processus de réconciliation nationale. C'est ce qu'a annoncé ce week-end le directeur de cabinet de la présidence, Henri Rabari Ndiaka. Vendredi dernier, l'épouse de Marc Ravalomanane avait fait souffler un vent d'inquiétude sur le pays en lançant un appel au soulèvement de ses compatriotes sur une radio locale du pays. Devant la presse ce week-end, elle a exigé la réconciliation nationale. Je vous propose de suivre ici un extrait de son intervention. C'est le cœur sage et plein d'humilité que je m'adresse aux autorités du pays, les églises et les organisations de toutes sortes, la communauté internationale et surtout le peuple malgache sans exception. Le moment est venu d'amorcer un rapprochement, une discussion dans le respect entre malgaches. C'est également le moment d'avancer vers la réconciliation nationale. La première centrale thermosolaire du Maroc est au cœur d'un vaste projet de développement de l'énergie solaire pour un coût de 7 milliards d'euros. Cette infrastructure entrera en fonction en 2015. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche le principal responsable de ce programme. Reportage. Les progrès du chantier du parc de Ouarzazate dans le sud du pays devraient permettre à la centrale Nour 1 de devenir opérationnelle l'année prochaine, selon le patron de l'Agence nationale de l'énergie solaire, Moustapha Bakouri. Le Royaume du Maroc entend ainsi disposer à terme de 5 parcs solaires, le premier étant celui de Ouarzazate, aux portes du Sahara, dont la capacité est estimée à 500 MW, soit l'un des plus importants projets du monde. La deuxième phase de la réalisation du parc laisse
centrales Nour 2 et Nour 3 doivent entrer en construction début 2015. Un appel d'offres a été lancé et le résultat sera connu avant la fin de l'année. Les ambitieux projets du Maroc visant à produire 2000 MW de solaire à l'horizon 2020 avancent de manière satisfaisante. Le Maroc, dépourvu d'importantes réserves en hydrocarbures, s'est donné pour ambition de couvrir 42% de ses besoins à l'aide des énergies renouvelables à l'horizon 2020. Outre le solaire, le pays mise également sur le développement de l'éolien et le plus grand parc du continent est en cours de construction à Tarfaya, dans le sud-ouest du pays. Le coût total de ces différents projets s'élève à 13,1 milliards de dollars, soit 60% des investissements en énergie du Maroc jusqu'en 2020. L'Union européenne a décidé ce lundi d'augmenter son aide aux pays africains frappés par le virus Ebola et la mise en place d'un mécanisme de rapatriement d'urgence pour les travailleurs humanitaires éventuellement contaminés. Cette annonce a été faite au Luxembourg. Pendant ce temps, sur le continent africain, le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, est parvenu, selon l'Organisation mondiale de la santé, à se débarrasser de la maladie. L'autre élément à présent dans ce journal, la France à présent, François Hollande a assuré que les réformes économiques se poursuivront dans le pays avec un rythme encore accéléré jusqu'à la fin de son quinquennat. Ceci après les vives critiques de l'ex numéro 1 du Parti socialiste, Martine Aubry, sur la politique économique du gouvernement. Le chef de l'État français a fait cette déclaration au cours d'une rencontre tenue ce dimanche avec les patrons des grandes entreprises étrangères. C'était à l'Élysée. Reportage. Les réformes, elles sont continues. Elles ont été engagées dès les premiers mois de mon quinquennat. Et elles se poursuivront avec un rythme encore accéléré jusqu'à la fin. Pour le président français, il s'agit non pas de réformer pour réformer, mais de réformer pour créer davantage de richesses, davantage d'activités, davantage d'emplois et aussi pour attirer davantage d'investisseurs et davantage d'entreprises, a ajouté le chef de l'État lors de cette rencontre consacrée à l'attractivité de la France pour les investisseurs étrangers. La France est un pays attractif. Elle ne l'est pas encore suffisamment, mais elle l'est. François Hollande répondait indirectement à Martine Aubry, ancienne patronne du Parti socialiste au pouvoir, qui avait été sa principale rivale lors de la primaire présidentielle de l'automne 2011, 6 mois avant son accession au pouvoir. Dans un entretien au journal du dimanche, Martine Aubry, maire de la ville de Lille qui jouit d'une solide aura au sein de la gauche frondeuse du PS, avait auparavant étrillé la politique économique actuelle du gouvernement en demandant sa réorientation. Le Premier ministre Manuel Valls avait exclu un tel revirement, estimant que le gouvernement ne pouvait s'arrêter au milieu du gué et que les entreprises ont besoin de lisibilité et de visibilité. François Hollande a pour sa part présenté les derniers projets dévoilés par l'exécutif qui incluent notamment un assouplissement du marché du travail comme une nouvelle étape dans les réformes pour le pays confronté à une situation budgétaire difficile. Paris a remis la semaine dernière à la Commission européenne un projet de budget pour l'année prochaine qui acte le report à 2017 du retour du déficit public français dans les limites européennes avec un plafond maximal autorisé de 3% du produit intérieur brut. Le syndicat des pilotes du groupe aérien allemand Lufthansa a annoncé ce lundi une nouvelle grève à compter de demain sur les vols long courriers, juste après celle tenue ce lundi sur les liaisons intérieures et moyens courriers. Le mouvement de mardi, le 9e du genre, depuis fin août sur fond de conflit sur les conditions de fin de carrière, durera toute la journée. Il n'affectera que la compagnie Lufthansa et pas les autres enseignes du groupe suisse et Austrian Airlines notamment. La grève de demain touchera environ 2150 vols et plus de 200 000 passagers. Mais Lufthansa, en faisant voler d'autres pilotes, notamment ceux qui exercent des fonctions d'encadrement, prévoit d'assurer un tiers du trafic, soit 700 000 vols, pour acheminer plus de 70 000 du moins passagers. Toujours dans ce journal, le Qatar accueille depuis ce matin l'édition 2014 de Milipol, le Salon international de la sécurité intérieure des États. Les travaux de ce salon dureront 3 jours en présence des spécialistes des questions de sécurité d'État. Reportage. Milipol Qatar est un salon professionnel international consacré à la sécurité intérieure des États. Tous les 2 ans, le Milipol Qatar accueille à Doha pendant 3 jours les professionnels du secteur en provenance du Moyen-Orient, du Proche-Orient et d'Asie.
Le Qatar est préoccupé par le terrorisme. Il s'agit de deux soucis majeurs, l'avancée de l'organisation État islamique dans la région, mais aussi les grands événements sportifs que l'Émirat va accueillir, le championnat du monde de handball l'an prochain et la Coupe du monde de football en 2022. La France et le Qatar, deux pays qui entretiennent des relations étroites, font partie de la coalition internationale qui mène des frappes contre les djihadistes du groupe État islamique et sont bien d'accord sur le fait qu'en Syrie, on ne doit pas choisir entre une dictature sanguinaire et un terrorisme assassin. À l'occasion de ce salon Milipol édition 2014 qui s'ouvre ce lundi matin, le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve est en visite au Qatar et déclare que les deux pays ont une inquiétude partagée sur la question du terrorisme. Et pour ce qui concerne notre relation avec le Qatar, ils sont dans la coalition, déterminés à lutter contre le terrorisme et nos entretiens d'aujourd'hui ont permis de réaffirmer cette volonté partagée et ce que je vois, moi, ce sont les faits. Les faits, c'est une volonté commune, une inquiétude partagée, une coopération renforcée pour faire en sorte que le terrorisme recule. Interrogé sur le degré actuel de coopération du Qatar dans la lutte contre le terrorisme, Bernard Cazeneuve a répondu qu'il n'avait pas l'habitude de parler des échanges d'informations que son pays a eu avec tel ou tel autre pays au grand jour, parce que l'efficacité de ce qui est fait dépend beaucoup de la capacité à en parler entre eux sans nécessairement en parler partout. Notons que, étant un événement international, Milipol Qatar est la vitrine des produits et services innovants dans le domaine de la sécurité publique et industrielle. Dimanche prochain, 142,8 millions d'électeurs seront aux urnes pour le second tour des élections présidentielles au Brésil. Les deux candidats en lice, à savoir la présidente sortante Dilma Rousseff et son rival du centre droit Aécio Neves, multiplient les actions pour gagner les faveurs des électeurs. À chaque débat télévisé, le ton monte entre l'ex-guerriera de 66 ans, torturé sous la dictature, et l'ancien gouverneur de l'État de Minas, âgé de 54 ans et pur produit de l'élite brésilienne à la jeunesse dorée. Jeudi soir, les deux candidats se sont accusés sans répit de népotisme, de mensonges et d'incompétence lors du débat télévisé à l'issue duquel Dilma Rousseff a souffert d'un léger malaise en direct. En somme, ce second tour s'annonce extrêmement serré car, outre la droite classique, Aécio Neves rallie de nombreux déçus de la gauche ayant voté au premier tour à 21% pour l'écologiste Marina Silva qui lui a accordé son soutien. À présent, l'actualité africaine vue par les tabloïds parus ce lundi, c'est à travers la revue de la presse africaine que je vous invite à suivre. 20 octobre 2014, c'est ce jour, affiche le site d'information Burkina PME-PMI, que l'UEMOA fête son 20e anniversaire. L'événement est célébré à Ouagadougou en présence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Le quotidien ivoirien d'information Fraternité Matin salue le chemin parcouru et souligne que l'UEMOA doit désormais aller vers un ensemble plus large pour tenir gagner les défis de l'heure. D'une rencontre à une autre, celle d'Alger a également retenu l'attention. Après la réunion préparatoire pour le 3e round tenu samedi, le dialogue intermalien proprement dit débute lundi, publie APS Info. Maliatu Info s'intéresse quant à lui au rôle de la MINUSMA sur le terrain. Seule, elle ne peut lutter efficacement contre le terrorisme. Il faut à ses côtés plus d'implication des mouvements armés du Nord dans le combat qui se mène. Le dialogue, croit savoir Panora News, le Maroc et l'Algérie en ont aussi grand besoin. Et ce, pour un incident frontalier armé. La presse rapporte que des tirs algériens ont retenti au niveau de la frontière marocaine. Yabila Dikom, témoin de l'incident, mentionne, photo à l'appui, qu'un citoyen marocain a fait les frais des balles tirées. En République démocratique du Congo, c'est à un nouveau massacre qu'a assisté Œil d'Afrique. Après le meurtre crapuleux de 30 personnes, c'est 22 autres qui viennent d'être abattus. Des tueries, constate Arc Info, orchestrées principalement à coups de machette et de houx. L'Égypte a aussi perdu certains de ses fils, révèle The Times of Israel. Ils sont 3 militaires égyptiens tués, non des suites d'une quelconque attaque, mais dans l'effondrement d'un tunnel de Gaza. Un soldat a par ailleurs été blessé et un autre porté disparu. L'insécurité, elle a à nouveau frappé à la porte du Bénin, écrit l'événement précis. Le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi, ville voisine de Cotonou, a été cambriolé. La Nouvelle Tribune fait le point du cambriolage et constate qu'au total, 15 bureaux du tribunal ont été défoncés. Ceux du président du tribunal et du procureur
n'y ont pas échappé non plus. Nous restons au Bénin avec le confrère de la matinée qui a consacré sa manchette à la prostate et au cancer de la prostate. Le journal nous amène à la découverte de médecins atypiques qui dit avoir soigné avec succès à ce jour plus de 2512 personnes, tous cas confondus, souffrant de la prostate. La revue du 20 octobre, nous la bouclons avec DHNet qui nous apprend que la Sierra Leone, déjà affaiblie par l'épidémie d'Ebola, a évité de justesse un autre problème de santé publique. Un navire transportant du riz avarié, 1073 tonnes, s'apprêtait à décharger tout son contenu quand il a été interpellé puis chassé des eaux sierra-léonaises. Merci pour l'attention. Voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information est en continu sur Sika TV et sur www.sikatv.info.